Contrairement à ce qu'augure leur nom, les Zombies sont sans lien avec Halloween mais issus de la British Invasion, c'est-à-dire de la vague des groupes anglais ayant déferlé sur l'Amérique au milieu des années 60. Des envahisseurs anglais, les Zombies ne furent pas de l'arrière, car leur premier hit, She's Not There, top 12 au Royaume-Uni en juillet et top 2 aux États-Unis début décembre 1964, était sans doute plus moderne que tout ce qui sortait à l'époque. Avec ses lignes de basse descendantes, sa tonalité mystérieuse, son solo de piano électrique et son évocation de la manipulation féminine, bien éloigné des standards mièvres de la pop d'alors, le groupe annonçait les transformations à venir dans l'industrie musicale, des thèmes plus matures qu'apporteraient un an plus tard les Beatles sur Rubber Soul, aux accents classiques qu'apporterait 3 ans plus tard Procol Harum. Hélas, aussi marquante qu'ait pu être leur éclosion musicale, les Zombies furent également prophétiques sur le choix de leur nom, car ce single vendu à plus d'1 million d'exemplaires demeurerait le point culminant d'une success story morte-née. Dans un marché encore dominé par les singles, les compositeurs du groupe, Rod Argent et Chris White, échouèrent au cours des années suivantes à faire du groupe une poule aux œufs d'or pour leur label, Decca, en dépit d'une popularité intacte. Contraints de signer avec une nouvelle maison de disques, CBS Records, les Zombies avaient la ferme intention de publier un deuxième album complet où exprimer leur personnalité après une année complète de disette en studio. C'était en 1967, année pivot pour l'industrie musicale puisqu'avec l'apparition de leur Sgt Pepper au mois de juin, les Beatles consacrèrent l'album comme format roi dont il faudrait savourer la totalité artistique. Une aubaine pour les Zombies qui, en ce même mois de juin et dans les mêmes studios que les Beatles, les studios EMI d'Abbey Road, allaient distiller leur douce amertume pour en faire une série de chansons cousines les unes aux autres, avec pour thème commun une forme de mélancolie onirique évoquant la perte de l'innocence et pour instrument central le piano, le futur Odyssey and Oracle. Le premier morceau de l'album, Care of Cell 44, est ce qu'un Cyril Lignac de la critique musicale aurait appelé un câlin. Sortant des sentiers battus par le Good Day Sunshine de Paul McCartney et le Wouldn't It Be Nice de Brian Wilson, elle exprime l'enthousiasme contagieux qu'éprouve son narrateur à bientôt retrouver sa compagne, enfin libre après un long séjour en prison. Vous m'avez bien entendu. L'album est traversé de passages solaires de ce genre, comme I Want Her, She Wants Me, Friends of Mine et la touchante This Will Be Our Year, sommet de l'optimisme qu'on peut trouver ici. Mais la saison séante à Odyssey and Oracles est l'automne, et sa lumière particulière est à chercher dans l'ambivalence de sentiments, l'étrange clair-obscur, dont Brief Candles est sans doute l'exemple emblématique. Là, ce sont les sourires baignés de larmes d'un couple acceptant sa fin qui sondent l'âme de l'auditeur. Même genre de contraste sur Beechwood Park, qui raconte avec une inconsolable mélancolie des soirs d'été de jeunesse à compter les étoiles dans la campagne après la pluie. Dans cette chanson enregistrée au Studio Olympique, à Londres, on retrouve quelque chose de l'atmosphère fantomatique propre à A Whiter Shade of Pale de Procol Harum, que le chanteur Colin Blunstone et le claviériste Rod Argent avaient écouté en continu lors d'une fête et qui avait été enregistré dans les mêmes studios. Néanmoins, le petit chef-d'œuvre de l'album est sans doute Hung Up on a Dream, illustration musicale d'un rêve dans la modulation entre le pont et le refrain et la parfaite métaphore sonore d'une illusion brisée. Le mélotron, omniprésent sur l'album et prédominant ici, fut surtout utilisé par économie, le budget alloué à l'enregistrement ne comprenant pas l'embauche de sections cuivre ou de quatuors à cordes. Malgré la qualité de l'album, frustration artistique, insécurité financière et tensions internes laminaient déjà le groupe. Cette crise atteignit son apogée en novembre 1967. Au début du mois d'abord, quand Rod Argent et Chris White, compositeurs et producteurs d'Odyssey and Oracles, furent pris de court par CBS qui leur réclama un mix stéréo de l'album, les obligeant à puiser dans leurs royalties pour terminer le travail. À la fin du mois ensuite, avec l'échec commercial du single Care of Cell 44. Les propositions de concerts diminuant, les membres du groupe décidèrent d'en rester là après un ultime concert en décembre. L'album sorti le 19 avril 1968, involontaire chant du cygne d'un groupe annonçant publiquement sa séparation. La critique fut enthousiaste, les ventes faibles. Alors, un découvreur de talent américain, Al Cooper, convainquit la branche américaine de CBS de publier malgré tout Odyssey and Oracles aux États-Unis, ainsi que 2 singles. En début d'année 1969, l'iconique Time of the Season y connut un succès inattendu, mais il était trop tard. Redécouvert dans les années 90, l'album est devenu culte jusqu'à en rendre légendaire la faute d'orthographe de son titre, due à une erreur du graphiste. Heureusement, ce culte a su rester discret et si vous y prêtez une oreille, vous pourrez retrouver le charme subtil de toutes ces grandes petites chansons, porteuses d'un parfum unique, celle du jardin d'Émilie peut-être. Excellente écoute à tous. Post-scriptum en forme d'avertissement. Si vous voulez découvrir l'album, attention à ne pas écouter sa version 40e anniversaire qui est la seule version disponible sur Deezer par exemple. Cette version est un concert de réinterprétation d'Odyssey and Oracles réalisé par le groupe 40 ans après son enregistrement.
Ce n'est donc pas du tout ce dont je viens de vous parler. Merci. Should I try to hide the way I feel inside my heart for you? Would you say that you would try to love me too? In your mind, could you ever be really close to me? I can tell the way you smile. If I feel that I could be certain, then I would say the things I want to.